Merci. Monsieur Lecomte. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Un petit peu au-delà du projet de loi portant sur la sécurité globale, je voulais vous interroger sur les trois décrets qui ont été pris le 4 décembre dernier et qui ont complété le Code de la sécurité intérieure et qui ont mis en place donc trois fichiers de prévention des atteintes à la sécurité publique où les activités politiques ou les appartenances syndicales pourront être indiquées. Même si au début de l'année, le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte, enfin, que c'était la démarche et les décrets n'étaient pas une atteinte à la légalité. Quelle est votre position sur cette évolution? Parce qu'il semble que c'est bien la première fois qu'on considère qu'une opinion politique mérite d'être fichée parce qu'elle représenterait en elle-même un danger pour la sécurité de l'État. Que pensez-vous de cette rupture et de la manière dont les choses sont encadrées pour ne pas représenter pour notre pays un risque démocratique majeur? La présidente. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Sénateur, pour essayer de resituer les choses un peu dans leur contexte, la CNIL, dans le cadre de son programme annuel de contrôle de 2017, qui était en partie consacré aux fichiers de renseignement, a contrôlé les trois fichiers que vous évoquez, le fichier EASP qui permet de faire des enquêtes administratives pour des personnes qui accèdent à certaines fonctions ou à des lieux sensibles, et le fichier PASP et JPASP, collecte d'informations dans un but de prévention, enfin en tout cas de protection de la sécurité publique, à la fois pour la police nationale, c'est le PASP, et le JPASP pour la gendarmerie nationale. Nous avons diligenté 16 contrôles entre septembre 2017 et juin 2018, donc 15 contrôles sur place, ce qui est assez considérable au regard des ressources de la CNIL. Et à la suite de quoi, le ministère de l'Intérieur a fait évoluer ces décrets pour les rendre cohérents par rapport aux pratiques que nous avons constatées. Et nous avons notamment veiller à ce que, en termes de finalité, les atteintes à la sûreté de l'État soient mentionnées, puisque ces décrets y dataient de 2009 et de 2011 et que, naturellement, les choses ont évolué depuis, le contexte de la menace terroriste aussi, les missions des services, l'entrée en vigueur du RGPD. Donc nous avons demandé que soit précisée clairement cette finalité, ce qui nous permet, nous, après, y compris à l'occasion de nos contrôles, d'identifier clairement les données qui sont collectées à cette fin, notamment. Et puis, nous avons beaucoup insisté sur la nécessaire précision des catégories de données qui étaient collectées pour que ce soit plus précis. Alors, sur le point spécifique que vous évoquez, quelle était la situation avant l'intervention de ces décrets, quelle est la situation après? Avant l'intervention de ces nouveaux textes qui sont parus effectivement tout début décembre et pour lesquels la CNIL a rendu un avis le 25 juin, mais les avis de la CNIL sont publiés en même temps que les décrets, comme vous le savez, il était prévu, il faut distinguer, si vous voulez, les questions de principe et les questions de sémantique. Les principes, ils ont relativement peu évolué ou pas évolué dans la mesure où la collecte de ces données existait déjà. Ce n'est pas une création de fichiers avec la nouveauté qui serait la collecte de ces données. Et par ailleurs, en ce qui concerne le périmètre, si on reprend l'ancienne formulation sur les activités, il ne s'agissait pas, c'est juste factuel, de collecter les données correspondant à l'ensemble des activités politiques, philosophiques, religieuses, syndicales, mais celles de ces données correspondant à des personnes qui sont susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est sur les principes. Maintenant, il y a eu une évolution sémantique que vous avez soulignée. On est passé donc des activités de la collecte de données sur des activités politiques, philosophiques, religieuses et syndicales, à des opinions politiques et philosophiques, à des convictions religieuses et à l'appartenance syndicale.
cette modification sémantique, elle n'a pas été soumise au collège de la CNIL. Et elle n'a pas été soumise au collège de la CNIL. J'en profite d'ailleurs, parce que vous m'en donnez l'occasion d'une certaine façon, et je vous en remercie, monsieur le sénateur, pour faire une petite précision sur ce que sont les avis de la CNIL. La CNIL rend des avis sur un texte au moment, enfin, en l'état du texte qui lui est soumis. Et par définition, ces textes sont susceptibles d'évoluer. C'est le cas de l'avis que nous avons rendu sur la proposition de loi. On peut espérer qu'il évoluera. Et c'est le cas également potentiellement sur des projets de décret. Par ailleurs, j'en profite aussi pour dire, contrairement à ce que j'entends quand même très souvent, que la CNIL ne valide pas ou n'invalide pas, n'autorise pas ou ne refuse pas les textes sur lesquels elle rend un avis. C'est une sorte de facilité de langage qui ne correspond pas à ce que sont nos avis, qui ont vocation à éclairer autant que possible dans la compétence qui est la nôtre, avec le prisme protection des données et respect de la vie privée, le pouvoir réglementaire ou le législateur. Et vous avez, à très juste titre, rappelé que le juge administratif, il appartient au juge administratif, effectivement, de contrôler, le cas échéant, lorsqu'il en est saisi, la légalité des actes réglementaires sur lesquels nous avons pu, le cas échéant, rendre un avis. Et je ne doute pas que le Conseil d'État rendra un avis au fond sur ce sujet, au-delà de la procédure de référé que vous évoquez, où il a été indiqué qu'en l'état de l'instruction, le Conseil d'État n'a pas vu de doute sérieux sur la légalité de ce texte. Mais sur lequel, en ce qui concerne l'évolution sémantique que vous évoquez, le Collège de la CNIL n'a pas été en mesure, en tout cas, de rendre, je n'ose pas dire une opinion, mais en tout cas de se prononcer sur le sujet.